Merci, Amiral. Mesdames, Messieurs, d'abord, je crois qu'il faut constater que beaucoup a été dit ce matin, beaucoup de choses extrêmement intéressantes. Ce qui veut dire qu'à mesure que se déroule la matinée, la diversité des interventions devient de plus en plus difficile à réaliser. C'est bien que je vais essayer de me contenter de quelques constats et puis aussi d'un certain nombre de questions. Tout d'abord, je voudrais vous dire combien je suis sensible à la démarche qui a été lancée par le gouvernement marocain et qui nous réunit aujourd'hui. Et plus particulièrement, je voudrais remercier très sincèrement de son invitation mon ami M. Ahmed Alami, au commissaire au plan du Royaume du Maroc, qui a eu l'idée de nous faire réfléchir ensemble à la question de la pertinence de l'espace atlantique et d'y associer la France. Pour la France, plutôt, le Maroc est un allié privilégié, très important, un point de stabilité et de modération en Afrique qui nous rassure dans le monde très inquiétant qui nous entoure. Et la France suit avec beaucoup d'attention et beaucoup d'intérêt les réflexions et les travaux que mène le Maroc pour assurer son avenir et, d'une certaine manière, pour assurer le nôtre aussi, car que cela nous plaise ou non à nous, Européens, nous sommes liés par un même destin autour de l'Atlantique. Alors, j'en suis à me demander si nous devons nous interroger sur la pertinence de l'espace atlantique, s'il ne vaudrait pas mieux constater l'évidence de cet espace, et peut-être aussi nous interroger sur l'exigence de le réaliser le plus rapidement possible. Beaucoup de sujets ont été abordés ce matin, de sujets d'inquiétude. L'immigration pas contrôlée, les trafics de drogue, la piraterie, la montée des intégrismes, les difficultés de la sécurité collective. Pourtant, cet espace atlantique, ce n'est pas une donnée historique. Il n'a jamais été organisé, sauf au nord. Au nord, ça a très bien marché. De l'Europe ruinée à la fin de la dernière guerre est aujourd'hui la première puissance économique du monde. L'organisation qui a été mise en place ne s'est pas faite du jour au lendemain. Elle ne s'est pas faite facilement. C'était des ennemis irréductibles qui étaient priés de bien vouloir travailler ensemble. Rien n'est transposable. Mais quand même, si cela a été possible au nord, pourquoi cela ne serait-il pas possible au sud? Ce qui est certain, c'est qu'on peut aider les différentes unités régionales à avancer dans le domaine de la coopération, dont chacun sait bien qu'il est indispensable. Mais nous ne pouvons que donner des conseils. Alors, est-ce que nous allons réussir à créer cet espace atlantique? Ce n'est pas facile, c'est évident. Et peut-être l'époque est-elle exceptionnellement favorable pour y parvenir. Cela a été dit à plusieurs reprises ce matin, nous sommes à un moment de l'histoire où il est nécessaire de réinventer le monde comme il a fallu le faire après la Deuxième Guerre mondiale. Il s'est passé beaucoup de choses en 60 ans. Et puis pour finir, il se passe cette crise économique, la plus grave qu'ait connue le monde depuis 80 ans. N'oublions pas les leçons de l'histoire moderne et contemporaine. En général, les crises se terminaient par des guerres. Tout sortait un monde nouveau après des massacres et des destructions tragiques. Espérons que nous n'en sommes plus là. J'ai entendu tous les orateurs dire nous n'en sommes plus là. Je l'espère vivement, moi aussi. Mais dans le fond, personne n'en sait rien. Nous nous trouvons devant une rupture, certainement. Les certitudes, les positions acquises, les modèles de pensée, tout cela s'est envolé. Et je ne pense pas que l'on puisse, et surtout je ne pense pas que l'on doive, une fois la crise terminée, replâtrer. Se contenter d'un simple replâtrage du passé. Ce n'est pas possible et ce n'est pas souhaitable. Ce serait une erreur historique majeure. Ce serait prendre d'énormes risques, les mêmes causes produisant en général les mêmes effets. Il faut reconstruire les relations internationales sur des bases nouvelles, en tenant compte des réalités nouvelles, en mettant en place tous les mécanismes qui peuvent garantir la paix et la prospérité du monde. Le président Sarkozy, qui réunit ses principaux collaborateurs tous les matins à 8h30, nous dit à peu près tous les matins la leçon qui mène sa politique. Réalisme, volontarisme, pragmatisme et respect des valeurs qui sont les nôtres. Je crois qu'on ne pourra pas parler d'espace, de création, quelque chose de nouveau,
si nous n'avons pas à la base un certain nombre de valeurs de ce type-là, de sagesse et aussi de bon sens. Alors, est-ce qu'on peut rester à la situation passée, c'est-à-dire tenir à l'écart l'Afrique, deuxième continent le plus peuplé du monde, qui regroupe près d'1 milliard d'habitants, dont la population qui a doublé en 30 ans est la plus jeune du monde? Comment peut-on laisser à l'écart l'Amérique du Sud, où la démocratie s'est imposée, qui s'est prodigieusement développée en un quart de siècle, qui compte avec le Brésil et l'Argentine, deux des grandes puissances de demain? Ignorer les deux rives de l'Atlantique Sud n'aurait pas de sens. C'est notamment ce raisonnement qui a conduit M. Sarkozy à exiger l'année dernière que le G8, qui réunissait depuis 30 ans les pays les plus développés de la planète, soit recomposé pour que l'Afrique, avec l'Égypte et l'Afrique du Sud, l'Amérique du Sud, avec le Brésil et l'Argentine, y soient représentés. M. Sarkozy nous a dit à plusieurs reprises, si on n'étend pas le G8, je n'irai plus, parce que ce n'est pas raisonnable de parler des problèmes du monde en laissant de côté les deux continents, l'Asie bien entendu, mais les deux continents que sont l'Afrique et l'Amérique du Sud. C'est ainsi que sont nés le G13 puis le G20. Alors quand on veut parler de notre avenir et de cet espace atlantique, je crois qu'il faut le faire, bien entendu, avec toute l'espérance que l'on peut porter, mais il faut le faire aussi avec réalisme. Les relations internationales, les historiens le savent bien, elles sont fondées largement sur la langue de bois, l'hypocrisie et l'égoïsme, l'incantation. C'est particulièrement vrai depuis des décennies pour tout ce qui concerne l'aide au développement et la lutte contre la pauvreté. Au fond d'eux-mêmes, les pays les plus riches, il n'y en a pas qu'en Occident, au fond d'eux-mêmes, ces pays ont été persuadés qu'ils pouvaient être de plus en plus riches, vivre de plus en plus riches, à côté de pays qui étaient toujours aussi pauvres, voire de plus en plus pauvres. Je suis convaincu que cet état-là n'est plus possible. Est-ce que nous avons une chance que les choses soient différentes aujourd'hui? Peut-être oui. Parce qu'après tout, la crise nous a révélé notre fragilité, à nous, les puissances riches. Il y a une montée des périls que tout le monde sent. Nous avons, je le répète, l'impossibilité de maîtriser les flux migratoires. J'ai été préfet à Marseille pendant quelques années et j'ai vu combien il est impossible de fermer des frontières. Tant qu'il y aura un tel déséquilibre entre les riches et les pauvres, on pourra colmater, on pourra faire des politiques, c'est ce que nous faisons. Mais on n'arrêtera pas le mouvement. Humainement, ce n'est pas possible. C'est impossible d'assurer l'avenir de la planète si on ne prend pas un certain nombre de décisions. Là aussi, je crois qu'il faut être réaliste et honnête. Jusqu'ici, l'écologie, c'est largement un luxe de pays riches. C'est plus facile à un pays développé de faire des efforts, c'est ce que fait la France, c'est ce que fait l'Europe, c'est ce qu'on voudrait que fassent toutes les puissances industrielles. C'est très difficile de demander à un pays qui est très pauvre d'appliquer, ça a été dit ce matin à plusieurs reprises, d'appliquer des normes qui vont gêner son développement. Il faut qu'on y arrive pourtant. Mais les puissances les plus riches doivent prendre conscience de cette nécessité d'aider les pays pauvres, sauf à laisser à nos enfants une planète dans un état épouvantable. Alors, cet espace atlantique, qu'est-ce qu'on peut en faire? En 1985 a été publié un ouvrage qui s'intitulait « L'avenir du monde ». Et cet ouvrage était consacré à l'océan Pacifique. Quand vous disiez, amiral, que le centre du monde allait peut-être vers l'océan Pacifique, je me demande s'il n'y est pas déjà arrivé. En tout cas, cet ouvrage annonçait la fin du monde atlantique. Encore ne s'agissait-il que du Nord. On ne parlait même pas du Sud. Nous avons constaté depuis 25 ans qu'effectivement, il y avait un déplacement vers l'Est et que l'équilibre du monde était réellement modifié. Alors, est-ce que nous sommes capables de rétablir un équilibre qui serait plus favorable à l'Atlantique? Il faut que nous essayions de le faire. Évidemment en resserrant nos coopérations. Évidemment en essayant, nous, le Nord, d'aider le plus possible le Sud. J'ai entendu tout à l'heure le représentant de la Chine parler des souffrances qui avaient été apportées par l'Occident du Nord aux pays du Sud et aux pays peut-être d'Asie. Il est vrai que pendant longtemps, on a puisé sans contrepartie aucune, avec la certitude de la supériorité de notre civilisation,
les autres pays. Nous avons, je crois, l'obligation, nous les pays du Nord, obligation de passer d'une vision utilitariste à une conception plus relationnelle des cultures. Cette évolution est une condition de la réintégration du continent africain dans le concert des nations contemporaines. Ce sera un chantier long, lourd, mais il faut l'ouvrir. L'expérience nous a appris, à nous les Européens, que finalement l'approche économique était la plus efficace et la plus aisée lorsqu'on voulait construire un ensemble nouveau. Je pense que c'est sur le plan économique qu'il faut d'abord voir les prémices de cet espace atlantique, rappeler que nous avons besoin, après la réconciliation en profondeur de nos différents pays, de poursuivre avec détermination la lutte contre la pauvreté. Nous devons continuer à promouvoir les objectifs du millénaire définis par l'ONU, et en particulier le premier d'entre eux, réduire de moitié l'extrême pauvreté d'ici 2015. Nous devons aussi nous efforcer de réduire la disparité qui continue à prédominer en matière d'investissement direct à l'étranger. Près de 60% de ces investissements se concentrent en Amérique du Nord, en Europe et au Japon, tandis que le reste du monde n'en reçoit que 40%. Même si les situations ne sont pas identiques, certains pays, le Maroc en fait partie, sont plutôt sur une pente favorable. L'Amérique latine, évidemment aussi. Mais je pense qu'il faut une approche plus globale de ces questions-là. Dans le même temps, on peut réfléchir à ce que serait la pertinence d'un espace politique de coopération. Nous savons par expérience, nous les Européens, que ce n'est pas facile. Mais quelques efforts ont déjà été faits, en nombre insuffisant évidemment, mais il y a eu des pistes intéressantes. La première, peut-être, concerne le Maroc. Le Maroc qui bénéficie d'un statut particulier dans ses relations avec l'Union européenne, et ce partenariat privilégié est source à la fois d'avancées en termes de coopération diplomatique, au travers de la participation du Maroc aux opérations de gestion de crises civiles et militaires, et de son soutien aux déclarations de politique étrangère et de sécurité commune. Comme d'ailleurs, pour moi qui suis chargé de la sécurité auprès du président de la République française, comme d'ailleurs de son aide en termes de lutte contre la criminalité et en termes de coopération judiciaire. Le deuxième exemple que l'on peut prendre concerne la nouvelle impulsion donnée au processus de Barcelone par l'Union pour la Méditerranée, qui a été voulu par le président Sarkozy. Nous voyons là combien le rapprochement d'espaces transrégionaux, bâtis sur le socle d'une culture et d'une histoire partagée, même si cette histoire a été parfois très douloureuse, l'aide à la régulation de questions dépassant largement le cadre régional, par exemple comme les questions énergétiques ou d'environnement, ces questions-là peuvent être réglées dans ce cadre. Je vous rappelle aussi que le cadre de l'Euro-Méditerranée a permis de développer un certain nombre de politiques, notamment les autoroutes de la mer, la dépollution de la Méditerranée ou le plan solaire méditerranéen. Alors, est-ce qu'il est plus difficile d'organiser l'Atlantique qu'il a été d'organiser la Méditerranée? Franchement, pour avoir suivi de près tout ce qui s'est passé autour de l'Union pour la Méditerranée depuis un an, je ne suis pas certain qu'on puisse trouver une situation plus difficile. Alors voilà, sans illusion excessive, mais aussi sans défaitisme primaire, avec la volonté de faire quelque chose. Je pense que nous devons essayer de construire, plus qu'il ne l'est aujourd'hui, cet espace atlantique. Ce sera difficile, ce sera long, il y aura des embûches, il y aura des retours en arrière. Ce n'est pas pour cela qu'il faut renoncer à faire bouger les lignes, ne serait-ce que parce que nous avons besoin de cet espace. Et peut-être cette politique des petits pas dont je parlais tout à l'heure, politique dont l'exercice qui nous réunit aujourd'hui est un exemple. De tels exercices permettent de poser des fondations sur des bases solides. Et c'est ce que nous devons essayer de faire. Le général de Gaulle, dont vous savez combien il fut visionnaire, écrivait dans ses mémoires « Là où il y a une volonté, il y a un chemin ». Alors, est-ce que nous aurons cette volonté de créer un espace atlantique, un espace de paix fondé sur la prospérité économique et le respect des droits de l'homme, qui sont pour nous Français, pour nous Européens, une valeur fondamentale? C'est bien sûr à nous, c'est à nous tous de répondre. En tout cas, ce qui est certain, c'est que si nous le voulons, il se passera des choses. Et ce que je peux vous dire aussi, en vous apportant le salut de M. Sarkozy, c'est que
la France sera présente à ce rendez-vous de l'histoire, parce que je pense qu'il s'agit d'un rendez-vous que nous avons avec l'histoire, tous, nous, les riverains de l'Atlantique. Merci.